les corps toujours sous les décombres. Dans la cour de l'hôpital Al-Halia, une tente de journalistes tout à fait identifiable a été frappée. 4 morts encore. On compte aujourd'hui 226 journalistes assassinés dans l'exercice de leurs fonctions, plus tous ceux qui sont morts autrement. Dans les frappes sur leurs maisons, on a compté 152 maisons de journalistes ciblées. Leurs proches sont abattus également, on en a compté 665. Il s'agit évidemment de tuer ceux et celles qui peuvent dire, qui peuvent faire savoir, qui disent la vérité, qui témoignent du crime de génocide. Le Centre palestinien des droits humains dit, je cite, « Les attaques et les assassinats continus et croissants de journalistes au cours des 20 derniers mois prouvent sans équivoque qu'il s'agit d'assassinats délibérés et intentionnels, visant à intimider, terroriser et empêcher les journalistes de révéler la vérité au monde. Ces attaques ciblées font partie du crime de génocide commis par Israël dans la bande de Gaza. On compte aujourd'hui près de 60 000 morts. C'est l'estimation la plus basse. Il faut sans doute compter 4 fois plus, parce que le nombre de victimes dans un conflit armé est de 4 morts indirectes pour un mort direct. Ça ferait à peu près 240 000 morts, environ 1 personne sur 10 vivant à Gaza avant octobre 2023. Et ce serait rapporté à la France presque 7 millions de morts. Parmi eux, environ 20 000 enfants. Et si on pense que l'on peut avoir à peu près 20 enfants par classe, c'est l'équivalent d'à peu près 1000 classes de nos écoles qui seraient aujourd'hui vides, les enfants assassinés. On compte aussi plus de 120 000 blessés, 2 millions de personnes piégées, des civils sans abri possible, déplacés de force de nombreuses fois, épuisés, affamés. Les zones sûres, accessibles à la population civile, ne représentent plus que 20% de l'ensemble du territoire. L'ONU et les grandes ONG humanitaires, médicales, ne peuvent plus apporter d'aide. L'UNRWA est persona non grata par Israël. Alors les États-Unis et Israël ont mis en place une structure très opaque, faite de mercenaires venus des États-Unis, d'une société privée et qui sont protégés par l'armée d'occupation. Ils ont installé des centres de distribution de nourriture où la population désespérée, affamée, se précipite. Et là, sous prétexte de chaos, ils se font tirer dessus. Plus de 100 morts depuis que les 4 centres de cette fondation humanitaire pour Gaza a commencé à distribuer de l'aide. Et le 3 juin encore, 27 personnes ont été tuées par des tirs israéliens près d'un centre dans le sud. Pour les Nations Unies, il s'est militarisé l'aide militaire au profit d'Israël. Au sud, pour en ajouter encore, dans les ruines de Rafah, détruites à 90%, une milice palestinienne fait régner la terreur. Armé par Israël, ce que vient de reconnaître publiquement Netanyahou après qu'il a été dénoncé par Lieberman, un politicien d'extrême droite israélien, cette milice organise le pillage de l'aide officielle qui entre au compte-gouttes depuis quelques jours. C'est un mouvement salafiste proche de Daesh, affilié à des réseaux criminels et qui est supposé s'opposer au Hamas. Elle comporte environ 300 membres sous la direction d'un bandit qui s'appellerait Abu Shabab. Et ça rappelle dramatiquement le soutien au Hamas qu'Israël a apporté dans les années 80 afin de fragiliser l'OLP à l'époque, l'Organisation de libération de la Palestine. Ou bien plus proche de nous, en 2019, le soutien financier revendiqué au Hamas par l'intermédiaire du Qatar pour affaiblir l'autorité palestinienne. Tout ça sous couvert de lutte contre le terrorisme. Donc on arme Daesh
On l'implante dans la bande de Gaza sous couvert de lutter contre le terrorisme. Quant à la Cisjordanie, les colons n'ont plus de limites. Attaques de villages, de maisons, de personnes, incendie de village. Il y a 2 jours, ils ont incendié un village dans le nord. Meurtres et violences extrêmes. Il y a actuellement 700 000 colons environ en Cisjordanie occupée, dans plus de 300 colonies et avant-postes, tous illégaux. Vous savez, les avant-postes, c'est ces colonies que des jeunes installent sur les collines et puis qu'un jour ou l'autre deviennent des colonies officielles israéliennes. Et on vient d'annoncer, le gouvernement israélien vient d'annoncer 22 colonies supplémentaires. Pour rappel, le 19 juillet 2024, la Cour internationale de justice a ordonné à Israël d'évacuer le territoire palestinien occupé, car l'occupation d'un territoire, par la force notamment, est une violation de la 4e Convention de Genève. Pour Amnesty International, je cite, « L'opération militaire meurtrière d'Israël en Cisjordanie occupée, qui se déroule dans l'ombre du génocide dans la bande de Gaza occupée, a des conséquences catastrophiques pour des dizaines de milliers de Palestiniens déplacés. Confrontés à une crise qui s'aggrave rapidement, sans aucune perspective de retour à court terme. Le transfert illégal de personnes protégées constitue une grave violation de la 4e Convention de Genève et un crime de guerre. Ces mesures s'inscrivent dans un ensemble de politiques et de pratiques illégales visant à déposséder, dominer et opprimer les Palestiniens en Cisjordanie dans le cadre du système d'apartheid mis en place par Israël. En Cisjordanie, les arrestations se multiplient. Des enfants tout jeunes sont arrêtés dans la nuit et traînés dans la prison d'Ofer, qui est un lieu de torture et de mauvais traitements absolument documenté. On compte 10 000 prisonniers palestiniens aujourd'hui à peu près, sans compter les prisonniers de Gaza. Et des organisations de défense des droits humains israéliennes, B'Tselem et Hamoked, ont témoigné de la violence des traitements infligés aux Palestiniens et de la torture généralisée dans les prisons. J'en profite pour rappeler qu'il y a un prisonnier qui n'est pas un prisonnier en Israël, mais en France. Il s'agit de Georges Ibrahim Abdallah. Donc vous avez le panneau là. Militant libanais de la solidarité avec la Palestine depuis toujours et qui, sous des preuves trafiquées, a été emprisonné dans les années 80. Il est emprisonné depuis. Ça fait 41 ans qu'il croupit dans les geôles françaises et qu'il était libérable en 99 et que des décisions politiques ont fait qu'il y est toujours. On attend dans les jours qui viennent la décision de la Cour d'appel qui devrait décider de sa remise en liberté, laquelle a déjà été validée il y a quelques mois, mais le parquet antiterroriste avait fait appel. Donc la Cour d'appel maintenant va décider de libérer Georges, ce que l'on espère évidemment ou pas. Au Liban, malgré l'accord de cessez-le-feu de novembre 2024, les tirs continuent, y compris le 5 juin dernier, jour du début de l'Aïd, sur la banlieue sud de Beyrouth. Alors au niveau international, les États-Unis viennent, quelle surprise, de mettre leur veto à un projet de résolution demandant l'arrêt immédiat des combats, le cessez-le-feu immédiat, l'entrée de l'aide, l'entrée libre de l'aide et la libération des otages. Toujours selon Amnesty International, ce dernier veto honteux des États-Unis, l'un d'une longue liste, donne le feu vert à Israël pour continuer le génocide des Palestiniens de Gaza. Il permet à Israël de continuer à affamer les civils palestiniens et à créer des conditions de vie qui entraîneront leur destruction. Mais d'un autre côté, on voit apparaître des mouvements de protestation. Ainsi, au Canada, des plaintes ont été déposées contre des soldats binationaux. En France, on parle aussi d'en poursuivre. Et on a appris hier qu'une grand-mère française d'enfants franco-palestiniens portait plainte pour l'assassinat de ses 2 petits-enfants de 8 et 10 ans, je crois, il y a quelques mois à Gaza.
la France. Comme d'habitude, avec le président Macron, la France tergiverse. Après les déclarations fortes condamnant la politique israélienne qu'il avait dit inacceptable et l'annonce de la reconnaissance de l'État de Palestine, Barrot et Macron rétropédalent. Non, on ne reconnaîtra pas tout seul. Il faudrait qu'on soit nombreux à reconnaître. Alors ça devait être fin juin, mais peut-être que ce ne sera pas. Et puis, il y a des conditions. Et les conditions, c'est que tous les pays arabes reconnaissent Israël, y compris l'Arabie Saoudite. C'est hors de question, évidemment. Il faut aussi, selon ces conditions, démilitariser le Hamas. Hors de question également. Netanyahou avait menacé la France après les déclarations officielles. Alors, Macron lui-même a été traité d'antisémite, les injures ont plu de tout le mouvement sioniste d'Israël et de ses alliés. Et alors, on peut penser lâcheté, peur de perdre des marchés. La France a donc rétropédalé. Et un responsable gouvernemental a déclaré il y a très peu de temps « Ah oui, mais on a besoin de leur technologie et de leurs compétences en parlant d'Israël. » Alors, les droits humains. Macron se rend le 18 juin à New York pour cette conférence qu'il avait plus ou moins organisée avec l'Arabie Saoudite. Mais à ce jour, il n'est même pas évident que l'Arabie Saoudite s'y rende. Par contre, la solidarité internationale, elle, est forte. Les manifs sont énormes dans la plupart des capitales européennes et aux États-Unis et dans de nombreux pays du monde. Et puis, il y a la flottille de la liberté pour Gaza. Il y a actuellement 12 personnes sur le bateau de la flottille qui s'appelle la Madeleine. C'est le nom de la première femme pêcheur à Gaza, qui à 13 ans a pris la mer quand son père a été blessé et n'a pas pu continuer à apporter de quoi nourrir la famille. Et donc sur ce bateau, il y a 6 Français, dont Rima Hassan, eurodéputée. Il y a aussi Greta Thunberg, la militante écologiste. Et ils sont actuellement assez proches des eaux palestiniennes. Alors, l'idée c'est, ils ont quitté la Sicile dimanche, l'idée c'était d'aller à Gaza en apportant une cargaison pas très grande, hein, parce que le bateau fait 18 mètres, c'est un voilier, il ne peut pas porter énormément de choses, mais d'aller à Gaza, de remettre cette aide qui comprend des filtres pour l'eau, etc. Et puis de voir ce qui se passait, mais l'armée israélienne a déclaré déjà vouloir absolument les empêcher d'arriver à Gaza. L'armée israélienne a dit on va tout faire pour maintenir le blocus. Illégal, hein, bien sûr, le blocus. Et ils ont envisagé plusieurs scénarios, dont l'arraisonnement, c'est-à-dire un acte de piraterie. Parce que à chaque fois qu'il y a eu des bateaux, il y en a eu une dizaine depuis 2008, des missions, comme on dit, à chaque fois, il y a eu un raisonnement des bateaux, vol des bateaux, arrestation des personnes à bord, interrogatoire musclé et déportation des personnes à bord. Et les bateaux continuent de pourrir dans le port d'Ashdod, qui est un des grands ports d'Israël. Et donc, il semblerait que cette fois-ci, c'est vers ça que l'armée israélienne se dirige à nouveau. Ils vont prétendre que les eaux palestiniennes sont israéliennes, et empêcher donc la flottille d'entrer dans les fausses eaux israéliennes. Il s'agit pourtant pour nous uniquement d'entrer dans les eaux palestiniennes de Gaza. Il faut encore compter 2 jours, peut-être moins. Peut-être seront-ils prêts à la confrontation avec les bateaux de guerre israéliens dès lundi matin. Donc il faudra qu'on reste vigilant. Dans le même temps, une grande marche pour Gaza se prépare en Égypte. Alors, à partir du 12, des gens de plein de pays au monde et une marche organisée par 32 organisations diverses, qui fait que les gens vont quitter le Caire, vont arriver au Caire individuellement, puis vont quitter le Caire et se rendre à Rafah, c'est-à-dire l'ancien lieu par où on entrait dans Gaza aussi. Est-ce que les Égyptiens vont laisser faire? C'est une question à laquelle on n'a pas encore de réponse.
En 2009, on avait fait la même chose, on avait été tous bloqués au Caire par l'armée égyptienne, donc à voir. Mais ça prouve bien qu'il y a une conjonction entre les mouvements de solidarité du monde entier pour essayer d'abord que la conscience des gens se lève et qu'ils protestent, et puis surtout pour essayer de briser ce maudit siège qui dure depuis le 8 octobre 2023, mais précédemment le blocus date de 2006 et précédemment l'occupation date de 1948. Un autre point extrêmement important, c'est l'action des dockers du port de Marseille-Fos. Alors, vous savez que l'exécutif français nous bassine tout le temps en disant la France ne livre pas d'armes à Israël, jamais. On a de la morale, etc. On livre des composants quelquefois, comme par exemple ceux que fabrique Thales, et des armes non. Or, il s'est avéré que le syndicat des dockers à Fos, le syndicat CGT des dockers, a constaté que des conteneurs pleins de portions d'armes, de mitrailleurs, ou de mitrailleuses, pardon, devaient être envoyés au port de Haïfa, en Israël. Ils ont agi de manière à ce que le conteneur ne puisse pas être mis sur le bateau. Et 2 jours après, ils ont découvert que 2 autres conteneurs, fabriqués par une autre entreprise française, étaient aussi planifiés pour arriver au plus vite en Israël. Et ils ont également empêché que ces conteneurs ne soient mis sur le bateau. Donc c'est une véritable victoire du mouvement syndical et du mouvement de solidarité qui est repris par les dockers de Gênes, parce que le bateau devait faire escale à Gênes ensuite, et les dockers de Gênes ont fait savoir que, de même que les dockers français, ils bloqueraient toute possibilité que le bateau embarque du matériel militaire pour Israël. Alors,